Alors, quelles ont été les grandes étapes du génocide des Arméniens? Rappelons d'abord que tout ça s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Et l'Empire ottoman, plus précisément le gouvernement jeune turc qui est aux commandes de l'Empire ottoman à ce moment-là, décide d'entrer dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, créant ainsi au fond un axe entre l'Empire ottoman et l'Allemagne, face à ce qu'on appelle l'entente, au fond, la Russie, la Grande-Bretagne et la France essentiellement. Et au fond, cette entrée en guerre, c'est la mise en place de la condition nécessaire pour que le génocide puisse se produire, parce que ce que l'on observe, c'est que 2 mois après seulement, donc dès janvier 1915, les premières mesures de rétorsion sont prises contre les Arméniens. Les premières mesures consistent à désarmer en fait les policiers arméniens et les Arméniens qui faisaient partie de l'armée ottomane, donc les policiers et les militaires, on les désarme, on leur confisque leurs armes, on les envoie dans des camps de travail, mais en réalité ils sont progressivement exécutés, ils n'arrivent jamais dans les camps de travail. On confisque les biens d'un certain nombre de familles, on prive les Arméniens de passeports intérieurs, donc au fond on les empêche de circuler à l'intérieur de l'Empire ottoman parce qu'il faut passer d'une province à l'autre, à l'époque il fallait disposer d'un passeport. Et donc voilà que donc très rapidement, dès janvier 1915, les Arméniens sont désarmés, assignés à résidence et ils commencent à être spoliés et massacrés. L'étape suivante, ce sera l'organisation des convois de déportation. Et ces convois de déportation commencent en avril 1915, début avril 1915. Et les premiers convois touchent en fait les Arméniens installés au sud-est de la Turquie actuelle, c'est-à-dire bien loin de la ligne de front entre l'Empire ottoman et la Russie. C'est important de le souligner parce qu'un des arguments aujourd'hui de la République de Turquie consiste à dire que tout ça a été mis en place pour éloigner les Arméniens des zones de combat et pour les protéger. Dès la fin du mois d'avril, les convois de déportation vont être généralisés à la totalité en fait de la Turquie orientale, disons de l'Anatolie, les fameux vilayets orientaux, sauf le vilayet de Van, puisque celui-là était en train d'être occupé par l'armée russe, ce qui a empêché dans un premier temps la déportation des Arméniens du vilayet de Van. Mais il y a une autre mesure très importante qui est prise pendant ce même mois d'avril 1915, une mesure emblématique qui a beaucoup plus frappé les opinions publiques internationales, c'est la rafle du 24 avril 1915 à Istanbul, au petit matin de ce samedi 24 avril 1915, où ont été arrêtés à peu près 650 notables ou personnalités arméniennes, des hommes politiques, des journalistes, des écrivains, des professeurs, dont par exemple Daniel Varoujan, qui avait fait ses études à Gand et qui était retourné enseigner et écrire à Istanbul, dont Komitas, le célèbre Komitas qu'on connaît parce qu'il a sauvé la musique traditionnelle arménienne. Donc 650 notables arméniens ont été arrêtés, presque tous ont été en fait massacrés. Cet épisode, cette rafle du 24 avril 1915, elle est très importante parce qu'elle se passe à Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, mais c'est dans cette capitale que sont présentes les délégations diplomatiques des grandes puissances, des puissances européennes, des États-Unis. Et au fond, c'est à travers cet épisode que les puissances occidentales vont mieux se rendre compte de ce qui se passe. Et on en a la preuve parce que, un mois après à peine, le 24 mai 1915, les puissances de l'entente, donc la Russie, la Grande-Bretagne et la France, envoient une lettre, si vous voulez, au gouvernement jeune turc, leur demandant de donner, non pas des explications sur ce qui se passait, mais en fait les avertissant que ce qui est en train de se passer sur le territoire de l'Empire ottoman, les arrestations, les massacres et les déportations d'Arméniens, constituent un crime contre la civilisation dont les responsables jeunes turcs devront rendre compte après la guerre. On est bien avant toute reconnaissance du génocide, mais on est là à peine un mois après la rafle du 24 avril 1915. Les épisodes suivants, c'est évidemment la suite de la généralisation des convois de déportation qui vont toucher la totalité du territoire turc de l'Empire ottoman. Et ces convois vont en fait faire converger les Arméniens survivants, parce qu'en fait énormément d'Arméniens meurent dans les convois. Ils meurent pourquoi? Parce qu'on les laisse sans eau et sans nourriture, parce qu'ils sont massacrés par les soldats turcs ou plus précisément, plus souvent encore par toute une série de repris de justice que le gouvernement jeune turc a fait sortir des prisons pour servir de criminels. En fait, on a armé en réalité
ces prisonniers libérés pour qu'ils puissent attaquer les convois. Et naturellement, ils attaquent les convois de déportés sans être inquiétés aucunement par la police ou par l'armée ottomane. Et ceux qui survivent sont en fait amenés progressivement vers le sud de la Turquie, le nord de la Syrie, donc les déserts de Syrie, parce que le point de convergence des convois, c'est Deir ez-Zor et la région de Deir ez-Zor. On installe là des camps qui sont non pas des camps de survie, mais qui sont en fait des camps d'extermination, parce qu'on laisse les familles arméniennes là absolument sans aucun soin, sans eau, sans nourriture, et ils sont petit à petit livrés à la mort, sauf dans certains camps qui sont situés plus au sud, dans une zone où l'armée anglaise va en fait progressivement arriver en remontant depuis la Palestine, et alors un certain nombre d'Arméniens de ces camps vont être sauvés par l'armée anglaise. Mais la grande majorité va en fait périr, soit dans les camps, soit dans les déserts de Syrie à Deir ez-Zor. On dit encore aujourd'hui que lorsque le vent balaye le sable dans le désert de Deir ez-Zor, il découvre les ossements blanchis des Arméniens qui sont morts en 1915 et 1916. Donc c'est une série d'opérations qui va s'étaler sur la deuxième moitié de 1915 et l'année 1916. Et au fond, la fin des opérations d'extermination, ça se produit à la fin de l'année 1916. Les premiers convois, en fait, ont été organisés à pied, c'est-à-dire que les familles arméniennes, au fond, souvent des femmes et des enfants, parce que les hommes, ils avaient été désarmés, déjà massacrés ou envoyés dans des camps de travail. Donc les convois, c'était souvent des convois composés de femmes et d'enfants, essentiellement. D'abord des convois à pied, et puis petit à petit, après quelques mois, on voit que les jeunes Turcs, au fond, pour accélérer le mouvement, commencent à organiser des convois par train, en chemin de fer, avec, comble de l'abjection, obligation faite aux Arméniens de payer eux-mêmes leur ticket de train. Cela étant, ces Arméniens étaient en fait entassés dans des wagons à bestiaux. Il s'agit de la fameuse ligne de train Berlin-Bagdad, via Constantinople. C'est un chantier dans lequel beaucoup d'Arméniens travaillaient, justement les Arméniens qui avaient été désarmés par les jeunes Turcs et qui avaient été envoyés dans des camps de travail pour travailler à la construction de cette ligne de chemin de fer. Et donc c'est là qu'on peut mettre le doigt sur le rôle joué par l'Allemagne de l'époque dans ces épisodes du génocide. Donc l'Allemagne a été impliquée indirectement et passivement parce que tout ça s'est fait en fait sur un terrain et avec des infrastructures qui dépendaient entièrement de l'Allemagne. J'ai dit que les Arméniens avaient été désarmés et que leurs biens avaient été spoliés. Cela faisait partie en fait d'un plan concerté qu'on appelait le plan d'économie nationale. En fait, les jeunes Turcs avaient mis au point un plan, si vous voulez, de redressement de l'économie qui passait par un certain nombre de décisions. D'abord, enlever aux puissances européennes la mainmise sur un certain nombre d'outils de production dans l'Empire ottoman. Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman était incroyablement, non pas soumis, mais dépendant de l'intervention des puissances occidentales à l'époque. Mais il s'agissait aussi de capter les biens des Arméniens. Et les Arméniens, c'était une minorité extrêmement importante numériquement, mais extrêmement importante socialement et économiquement. Il s'agit en fait d'un plan savamment organisé de transfert de richesses de la communauté arménienne vers la communauté turque. Et en fait, ce transfert de richesses va être un élément moteur du redressement, de la relance économique de la Turquie après le génocide, après la Première Guerre mondiale, lorsque la Turquie sera créée. Et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de grandes fortunes turques, des conglomérats industriels par exemple, ont trouvé leur base dans cette captation, dans cette spoliation des biens arméniens. Même après la fin de la Première Guerre mondiale, même après la fin de l'Empire ottoman et la création de la République de Turquie, il y a encore eu des mesures de rétorsion qui ont été prises contre les Arméniens qui restaient pour restreindre en fait les droits et les libertés de la communauté arménienne d'Istanbul. Et en fait, beaucoup d'Arméniens ont continué à quitter la Turquie et ont immigré et ont alimenté les diasporas en Europe, donc bien après 1916. La question qu'on peut se poser finalement, c'est de savoir si le génocide est vraiment fini aujourd'hui. Parce qu'au fond, quand on y réfléchit bien, le génocide, c'est l'expression d'une volonté d'éradiquer une population d'un territoire et de la surface de la Terre. Au fond, c'est nier à un groupe humain le droit d'exister pour ce qu'il est, en tant que tel. Donc refuser à un groupe, ici en l'occurrence les Arméniens, un groupe chrétien, de vivre sur son territoire historique, celui de l'Empire ottoman et puis de la Turquie. Mais si on y réfléchit bien, refuser de reconnaître un génocide, c'est continuer ce travail.
refuser de reconnaître, refuser de rendre cette justice à ce peuple qui a été victime de ce génocide, c'est continuer à lui refuser ce droit à sa propre existence. Et en fait, je pense qu'il est assez juste de dire que le génocide ne sera vraiment terminé que lorsqu'il sera reconnu par tous, et en particulier par les descendants de ceux qui l'ont commis.